Yo, allez, jour 19. Du coup j'ai quitté mon petit campement là entre les sapins là. Bon, j'ai passé une bonne nuit, c'était très calme là finalement. Donc et alors contrairement à ce que je pensais, ouais, du coup hier soir il y a un train qui est passé là. Je pensais que la ligne était désaffectée là entre la Bastide depuis Laurent et Mende là, et en fait non, il y a toujours des trains qui passent. Donc voilà. Et par contre, ouais, comme vous voyez, j'ai refait péter le bonnet là parce que il faisait encore super frisqué là ce matin là. Bon, je me répète, hein, je rouspète tout le temps, mais c'est vrai qu'au niveau du climat c'est dur hein, parce que voilà, cet après-midi là ils annoncent des gros orages. Donc tu pourrais te dire, bon ben du coup on va avoir une belle matinée ensoleillée et chaude, tu vois, qui va précéder ça. Mais non, t'as quand même les matinées automnales. Il y a du brouillard, le vent était glacial là ce matin là, trempé de partout aussi. Ça continue quoi, c'est toujours dur en fait, hein. Tous les bivouacs sont durs. Alors on fait avec. Hein. Donc là je repars, il doit être, ouais, là il est même pas 7h, hein, il est 6h30 passé. Au moins je pars tôt. Donc on se dirige du coup aujourd'hui dans un premier temps sur la montagne du Goulet. Et ensuite on descendra au Blémard. Donc c'est une petite étape. Ce qui est pas plus mal parce que voilà, hier j'en ai fait quand même une bonne étape. Et s'il fait orage ce soir, ça permettra de s'abriter assez tôt. Allez, on est parti. On a quand même le soleil qui pointe le bout de son nez à travers les voiles de brume. Mais c'est encore timide. Hein. C'est vraiment timide. C'est vrai que là encore, je me répète, mais le fait de ne pas voir le soleil, c'est dur hein, pour le moral et tout. Hein. Parce que hier par exemple, il a fait relativement sec, hein, mais c'était tout gris, c'était tout voilé. On n'a pas pris des bons rayons de soleil là. Allez. Et puis oui, au fait quand même aujourd'hui, on va retrouver le chemin de Stevenson. Et ouais, on va retrouver le GR70. Et bien quand on sera monté au Goulet là. Donc là je suis content parce que voilà, on va retrouver une rando connue. Et là bon, je sais qu'il y a du monde puisque tous les gîtes étaient pleins. Ça clôturera cette traversée du désert un petit peu. Et du coup le GR70 je vais le suivre globalement jusqu'à Florac. Donc pendant 2-3 jours. Donc là c'est bien, j'aurai un peu plus de monde. Donc même s'il y a des galères avec la météo,
au moins il y aura des gens et des ânes avec moi dans la galère. Ce sera pas pareil, je serai pas tout seul. Et ouais, ça change de tout. Toujours pareil, hein, c'est le même dicton, hein, la difficulté n'est pas de marcher seul, c'est d'être le seul à faire ce chemin. Donc là, même si je bivouaque et que j'ai pas de monde physiquement avec moi sur le GR70 parce que je suis parti tôt ou quoi que ce soit, bon mais voilà, je sais que je suis pas seul, qu'il y a plein de gens qui font les étapes que je vais faire et tout ça, donc ben, c'est beaucoup plus rassurant et beaucoup plus sympa. Pas très loin d'ici, sur ce cos là, il y a une curiosité géographique. En fait, il y a un point triple de partage des eaux. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, là, pas très loin d'ici, il y a un petit mont. En fait, si vous versez de l'eau plutôt côté est, ça va descendre sur le Rhône. Si vous versez de l'eau plutôt côté nord, ça va descendre sur la Loire. Et si vous versez votre eau vers l'ouest, ça va descendre vers le Lot et donc vers la Garonne. Voilà, c'est une petite particularité. C'est voilà, un point particulier qui délimite en fait les trois bassins du Rhône, de la Loire et de la Garonne. Voilà, c'est une petite curiosité locale. Ça y est, on a atteint le sommet du Goulet. Bon, le vrai sommet est sur notre gauche. Là, il y a une petite piste qui mène, mais bon, on verra pas plus parce qu'il y a de la forêt partout. Mais en tout cas, on y est. À presque 1500 mètres. Ça y est, on retrouve le chemin de Stevenson. Ah ouais, ça fait super plaisir parce que depuis le temps que je pense à ce moment-là, de retrouver un GR un petit peu plus connu avec plus de monde. Ça y est, on y est. GR70, nous y voici. Et voilà, il y a le panneau qui indique les sources du Lot où on va aller. Bon là du coup forcément il n'y a personne parce que comme je bivouaque un peu n'importe où et que j'ai un itinéraire un peu particulier, bon ben forcément je débarque en plein milieu du GR un peu n'importe quand. Mais en tout cas demain on se calquera sur les étapes classiques là. Donc il y aura un peu plus de monde. On va retrouver des randonneurs et sûrement des ânes. Parce que le chemin de Stevenson se fait souvent avec un âne. En hommage à Robert Louis Stevenson qui avait fait ce chemin, pareil, accompagné de Modestine, son âne. Il y a un bouquin à ce sujet-là que vous pouvez lire aussi. Allez, on fait nos premiers pas sur Stevenson, c'est parti! Et on aperçoit le mont Lozère devant nous, qui sera notre objectif de demain. Ah, c'est ici que donc le Lot prend sa source, ces petits filets d'eau. Ça fait toujours drôle hein, de se dire que les grands fleuves, les grandes rivières comme ça naissent comme tous les autres, c'est-à-dire un petit filet d'eau qui sort de terre, un tout petit torrent. Et voici le tout début de la vallée du Lot.
Moi j'ai profité du soleil tout à l'heure pour faire sécher mes affaires là, le tarp et la bâche de sol notamment. Et là, d'un coup là le ciel s'est chargé. C'est devenu super menaçant d'un coup. Donc même en étant parti tôt, là il est même pas midi. Et je sais même pas si je vais arriver avant la pluie. Bon, en tout cas, j'ai quand même bien fait de raccourcir mon étape d'aujourd'hui parce que là je suis presque arrivé. Là il me reste plus qu'à descendre ce chemin vers le hameau des Alpiers où normalement il y a mon petit tipi qui m'attend pour ce soir. Et donc c'est bien, comme ça je vais pouvoir m'abriter avant que l'orage ne tombe. Parce que là, ouais, c'est allé d'une vitesse là, le changement de ciel. C'est impressionnant. Là c'est tout noir là maintenant. Donc on va pouvoir se prendre une après-midi de repos bien méritée après ces derniers jours là. Alors là du coup j'ai pris un chemin rive droite du Lot pour passer à sa source et pour éviter de trop redescendre parce que le GR70 là il descendait pour après remonter sur les Alpiers. Voilà, je finis ma descente et je vais me mettre à l'abri des orages. Allez, un dernier petit mot pour vous dire que je suis bien arrivé au tipi. Bon, l'endroit est super, hein. Il y a les toilettes sèches, il y a la douche solaire je pense, là, un petit coin pour cuisiner, enfin, c'est impeccable, un point d'eau. Et donc, voici l'abri pour ce soir. Franchement c'est top. Bon, du coup ça s'est bien dégagé finalement, là il a fait bien soleil, on a pu bien faire sécher les affaires et tout, c'est cool. Bon, il y a quand même des belles cellules orageuses autour de nous, notamment vers l'ouest là-bas là. Mais bon, en tout cas... il fait beau et on a un joli abri pour ce soir. Donc c'est top là, ça fait plaisir d'avoir ce genre de logement un peu atypique là sur le chemin. Ça enrichit un peu l'aventure quand même quoi. Donc c'est vraiment top. Moi du coup je vous fais visiter vite fait. Et d'ailleurs on est juste sur le chemin, le Stevenson il passe là juste derrière le muret, là il y a la route là et qui descend vers le Blémard qu'on prendra demain. Et voilà, du coup dedans ça ressemble à ça, il y a 4 lits tout autour. Et voilà, il n'y a plus qu'à s'installer. A priori il y a 2 autres personnes avec moi là ce soir. Et donc on va être vraiment bien, on va pouvoir du coup se faire la cuisine là-bas là, en autonomie pour ce soir et demain matin, de sorte à partir tôt. Et voilà, allez, ce coup-ci je vous dis à demain pour la suite de l'aventure et pour attaquer le Mont Lozère. Allez, ciao. Yo, allez, on se retrouve ce matin pour commencer le 20e jour de marche. Et oui, on est lundi aujourd'hui, ça fait tout juste 3 semaines que je suis parti de Volvic. C'est fou parce que quand on fait des longues randos comme ça, là, on a toujours cette double sensation, c'est-à-dire qu'à la fois on se dit que ça fait pas longtemps qu'on marche, et à la fois quand tu repenses à ton départ, là, pour moi à Volvic, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Tellement il s'est passé de choses, voilà, il se passe tellement de trucs en rando, on avance tous les jours, on voit des paysages différents, des rencontres et tout, et on a l'impression que c'était il y a super longtemps. Donc voilà, hier on a pris un super gros orage, là je pense que
Vous avez dû voir l'image du nuage là qui est arrivé, là j'ai dû mettre un truc. Un gros orage, il faisait pas bon être au Mont-Lozère hier soir. On le voyait même plus tellement ça pleuvait ou même ça grêlait peut-être, je sais pas. On le voyait même plus avec les rayons de pluie. Donc j'étais bien content d'avoir un abri pour prendre le repas du soir et pour la nuit. C'était très sympa la nuit en tipi. Du coup ça protège du vent, ça régule la température, il faisait très bon dedans. C'est super agréable, puis original. C'était vraiment une petite nuit atypique. Voilà, donc là, là ce matin du coup je termine la descente jusqu'au Blémard, jusqu'au village. Et ensuite le programme de la journée, c'est pas compliqué. On va faire une étape classique du chemin de Stevenson, c'est-à-dire l'ascension du Mont Lozère. Donc on monte et on descend. Donc on part du Blémard. Je vais essayer d'y faire quelques courses d'ailleurs au passage. Voilà, on grimpe au Mont Lozère et on redescend sur le village du pont de Montvert. Donc on va aller d'une grande vallée à l'autre, puisque là donc au Blémard c'est le Lot qui coule, dont on a vu la source hier. Et au pont de Montvert c'est le Tarn, puisque la source du Tarn se situe également dans les environs, du coup au Mont Lozère. Alors on n'ira pas voir la source parce que elle est beaucoup plus vers l'est par rapport au sommet du Mont Lozère et ça ferait quand même un gros détour, mais en tout cas on n'est pas très loin et on verra quand même le petit Tarn à son début ce soir. Voilà pour le programme. Bon, les gens m'ont dit que normalement il ferait beau aujourd'hui, mais bon, pour l'instant c'est vrai que ça se voit quoi. Il y a eu un bel orage hier, la nature est bien propre, le ciel aussi, et là on attaque avec une belle lumière matinale. Allez, c'est parti pour le Mont Lozère. Là on revoit le hameau des Alpiers là-bas là. Et je crois même que je vois le tipi là tout blanc à côté de la route. C'est drôle. Allez, j'arrive bientôt au chalet du Mont Lozère, à mi-hauteur. Et le sommet se révèle devant nous dans toute sa longueur. Parce que ouais, le Mont Lozère il est tout en long. C'est une énorme crête qui doit faire plusieurs kilomètres. Et c'est encore un peu accroché par les brumes matinales. Et du coup il fait bon. Même un peu frisqué, mais ça fait du bien parce que dès que le soleil sort il est un peu chaud. Enfin bref, c'est finalement quand même comme les jours précédents. Ça y a pas à dire, par contre c'est les températures idéales pour marcher. Allez, je vais faire une petite pause là au chalet et ensuite on commencera la grimpe finale jusqu'au sommet. Sommet qui s'appelle, parce que le Mont Lozère c'est l'ensemble de la montagne,
Et vraiment le sommet il s'appelle le sommet de Finiels. Exactement. Et il est à 1699 mètres exactement, donc on va dire 1700. Allez, en avant. Alors on traverse encore des immensités perchées, c'est magnifique. Là, surtout avec les nuages qui passent vite, là vu que c'est des grands espaces, on voit les ombres courir sur les alpages, là c'est super beau. Ah, vraiment, là c'est top là. Les paysages sont superbes, on a une belle journée. Ça fait vraiment plaisir. Moi je pense que là-haut il va y avoir un vent de tordu parce que il y a un vent glacial parce que c'est un vent de nord-ouest en plus encore là. Mais bon, on s'habillera. Mais ouais non, vraiment d'avoir ce beau soleil là, ces beaux nuages qui passent là et ce paysage, c'est top. Donc là on approche d'un petit col et ensuite on va bifurquer à droite là sur la crête et le sommet est quelque part là-haut. Allez, ça y est, on a pris le pied sur la crête du Mont Lozère. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si on entendra. Allez, on entame le dernier kilomètre de ce sommet. C'est dingue là, sur le petit sommet avant Finiels là, il y a ce petit rond de pierre là, ça coupe tout le vent. Là j'ai plus rien là, vous voyez les cheveux là. Alors que si je me mets là-haut, ah, ça marche trop bien. Allez, du coup le sommet est en vue, il est juste là-bas. Du coup je sais pas si on entendra bien, mais du coup là panorama vers le nord globalement, mais il y a vers la gauche l'Aubrac d'où on vient, on voit le truc de Fortunio tout au bout là, j'arrive à distinguer un peu l'antenne, les éoliennes de l'Aubert qu'on a vu. Ensuite ben là vers le plein nord on a la montagne du Goulet et la vallée du Lot où on était hier. Voilà, tout ça c'est la crête vers l'est là du Mont Lozère. Les sources du Tarn donc sont dans cette direction là-bas. Et là, la vue s'est dégagée vers le sud
Enfin voici le sud, le vrai, vers là où on se dirige. Alors par temps clair on est censé voir la Méditerranée là dans le creux. Bon là on distingue effectivement que c'est un peu plat au bout, mais c'est trop pâle pour être sûr, mais il y a la Méditerranée par là. Devant nous il y a le Monte Gual au fond, qui est un de notre prochain point de repère où on va y passer. Et sur la droite le Causse Méjean, où on va mettre un pied aussi certainement dans les prochains jours. Voilà, et là on va redescendre vers le bas, là, vers le pont de Montvert. Et ouais, sacré panorama. Allez, on quitte le sommet du Mont Lozère. Ah, c'est top, ça fait plaisir de passer des belles montagnes comme ça par beau temps. Et surtout de mettre le cap vers le sud. Allez, j'ai fait la pause de midi dans une jolie petite clairière là, avec cette vue. Et du coup, je reprends la route vers le petit village du pont de Montvert, dans des décors bien plus méridionaux, avec un ciel bien plus méridional aussi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce ciel bleu. Là en plus on est passé versant sud, donc on a beaucoup moins de vent. Il fait vraiment bon. Puis les décors sont super beaux là. On sent hein, de suite, hein, c'est beaucoup plus pelé, beaucoup plus sec quand même. On voit vraiment hein, le climat méditerranéen voilà, qui vient jusqu'ici. Après la météo bien sûr joue beaucoup sur ces sensations là, mais quand même au niveau du paysage on le sent. Hein. On sent quand même qu'on est de plus en plus vers le sud. Bon, de toute façon, le Mont Lozère, ça fait vraiment la limite en fait, parce que plus au nord, c'est sûr que c'est la Margerie, de l'Aubrac. Bon, c'est encore un peu froid et sombre, on va dire. Devant nous, il y a les Cévennes. Alors les Cévennes, si c'est pas le sud, voilà. Donc, ah ouais, non, vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Une journée comme ça, là, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. On l'a pas volé. Donc là on va d'abord descendre sur le petit hameau de Finiels, qui donne donc son nom au sommet du Mont Lozère. Ah ben on le voit, ça y est en bas là. Et ensuite on descendra au village pour camper. Là ce soir hein, vu qu'il fait beau. De toute façon j'imagine que c'est pareil, hein, tous les gîtes doivent être pleins hein, largement, puisque c'était plein au Blémard donc. Mais là ce soir c'est bivouac. On va en profiter. J'espère que je trouverai un emplacement qui va bien. Mais là c'est vrai qu'en fait tout de suite, là comme on est sur le chemin de Stevenson, en fait dans les villages, tu vois de suite qu'il y a beaucoup plus d'emplacements en fait pour les randonneurs. Tu as beaucoup plus de bancs, de tables de pique-nique. C'est tout con hein, ce que je dis, mais tu le sens. Hein. Là tout ce que j'ai passé là, Saint-Sauveur-de-Peyre, Rietor de Randon, tout ça. C'était pas du tout sur Stevenson et tu le sens quoi, il y a beaucoup moins d'aménagements aussi simple que ça, encore une fois hein, des tables de pique-nique, des trucs, tu le sens. Là je suis passé au Blémard ce matin,
des endroits pour bivouaquer, j'en ai vu 5 ou 6 de bien quoi. Donc ça change tout, hein. Ça change vraiment tout d'être sur des randos balisés et un peu plus connus. Même en le faisant en bivouac, ça aide. Donc espérons qu'au village en bas ce soit à peu près pareil. Il est beaucoup trop beau, hein, ce versant sud du mont Lozère là. C'est waouh. Allez, on continue tranquillement cette magnifique descente vers le pont de Montvert. Et donc devant nous, c'est la montagne du Bougès. C'est le massif qu'on traversera demain avant de descendre sur Flourac. Donc là, on aura fait 3 montées-descentes successives. Le Goulet, le Mont Lozère et Bougès. Ce chemin il me fait beaucoup penser à la vallée d'Ossou dans les Pyrénées. En fait c'est pareil quand on descend du refuge de Baye-Célans et qu'on s'en va vers Gavarnie. Le chemin il ressemble parce qu'en fait il domine la vallée comme ça sur la droite en passant par des alpages beaucoup plus calmes. Ça ressemble tout à fait. En tout cas la fin, la dernière portion juste avant de descendre sur Gavarnie. Alors bien sûr c'est pas les mêmes échelles, mais il y a un air. Voilà, il faut juste imaginer que là on est sur le GR10, qu'en bas il y a la vallée d'Ossou, et que tout là-haut il y a Baye-Célans et le Vignemale. C'est pareil. Allez, ça y est, on voit le village de Pont de Montvert en bas dans la vallée du Tarn du coup. Donc on va y descendre, c'est clairement la plus belle journée de ma traversée je pense. Entre le fait que on sente vraiment le sud arriver et puis bon la météo, les paysages et tout. C'est vraiment une super journée, super belle après-midi là, la section là de finir ça ici, c'est trop beau. Vraiment, vraiment une super journée. Allez, et bien c'est parti, on va se mettre à descendre cette fois-ci un peu plus franchement jusqu'au village. Et puis on va pouvoir tourner un petit peu pour trouver l'emplacement pour ce soir. Allez go! Et nous voici au village de Pont de Montvert où nous traversons le Tarn.
trouvé un petit hérisson. Et du coup cette nuit, si ça me pique, c'est que j'aurai de la visite. Il est mignon. C'est rare de voir un hérisson en pleine journée comme ça. Et il se passe plein de trucs là dans ce village là. Je suis passé là, je sais pas si vous entendez encore là, il y a la transhumance là qui est passée là. Il faut monter les brebis là à travers les ruelles du village là pour les changer sur certainement de pâture. Et alors du coup, je crois que par hasard je suis tombé sur le temple protestant où Céleste Grant là, de la chaîne Bunker Sauvage avait dormi au cours de son aventure de Stevenson. Il me semble, parce que je suis rentré dedans, je crois que de souvenir il avait dormi dedans et je suis rentré et ça ressemble trop. Il y a un étage effectivement où je crois qu'il avait dormi ouais, dedans. Bon, il y a une grille là qui risque d'être fermée ce soir, mais là il y a un petit portillon à l'arrière qu'on peut facilement ouvrir, donc bon, on verra si on me dit quelque chose, mais bon, clairement c'est le meilleur endroit pour planter le tarp, c'est tout plat. C'est super joli, il y a une vue sur le village parce qu'après le reste du village est quand même bien escarpé. Il n'y a pas trop d'endroits ni au bord du Tarn ni rien. Donc bon, je vais essayer de rester là pour la nuit. C'est quand même top. Et bon, j'ai le temps hein, pour monter le camp de toute façon. Parce que là, c'est grand beau. Allez, c'est la fin de journée au petit village de Pont-de-Montvert. Alors du coup, j'ai planté le camp dans le joli parc qui borde le temple protestant qui est derrière moi. Et du coup, voilà, je profite des derniers rayons de soleil de la journée avec une très jolie vue sur le village. Du coup, ouais, c'était vraiment une journée excellente. On avait des super paysages, une très belle météo, et puis on finit dans un très bel endroit comme ça pour le bivouac du soir. On a les ânes de Stevenson avec nous. Donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance. Et ouais, c'était vraiment une chouette journée. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour la suite de la traversée. Allez, ciao! Et alors mon gars, tu t'es échappé ou quoi? En fait non, je pense que c'est un enclos. Bon mais c'est pas moi qui vais t'accompagner aujourd'hui hein. Et viens là. Alors. C'est pas moi qui vais t'accompagner aujourd'hui. Bon, il va bientôt arriver ton maître. Allez.
Alors qu'il va me suivre comme les chiens. Non, j'espère pas. C'est plus têtu qu'un chien, un âne. Yo, jour 21, donc j'ai quitté le petit village du pont de Montvert où j'ai passé la nuit. Voilà, j'ai bien dormi, c'était super agréable, super bien. Ah, vous avez vu un peu le lever de soleil de ce matin là. On a les brumes, le soleil, c'est super beau. Et donc aujourd'hui on se dirige vers la montagne du Bougès, qui est encore devant dans le brouillard. Et ensuite, notre destination pour ce soir, c'est la ville de Florac, au pied du Cosméjean. Allez, c'est parti. Alors, il y avait un autre truc aussi hier, quand je suis arrivé, qui m'a fait sourire. T'as un panneau à l'entrée du village qui te dit « Amis randonneurs, pour limiter les nuisances sonores, veuillez mettre les embouts à vos bâtons de marche. » Tu te dis mais non, mais sans déconner. Alors moi c'est vrai que je le fais naturellement quand je suis dans une ville où tout ça, les bâtons je les prends à la main, mais bon, quand tu as un panneau qui te le dit comme ça à l'entrée, ça jette un peu un froid. Puis en plus bon, tu te dis que c'est quand même un peu couillon parce que à partir de 5-6 heures, tous les randonneurs ils sont arrivés. Et puis en plus, des nuisances sonores, t'en as des bien pires à côté, hein. T'as des motos qui passent, des camping-cars, tout ça. Enfin, jusqu'à tard le soir, t'as des motos qui passent en plein dans le village, ça résonne au taquet. C'est bien pire que des bâtons de marche dans l'après-midi, quoi. Donc bon, tu sens comme ça des fois, ouais, qu'il y a des villages, ouais, où voilà, ils aiment pas trop le passage quand même. Ça m'a fait un petit peu réfléchir aussi tout ça. Par rapport à la discussion que j'avais l'autre jour sur la différence donc entre un chemin connu style Stevenson, Compostelle, ou un chemin un peu plus hors des sentiers battus comme ce que je fais, ben, il y a quand même un point négatif à ce que ce soit parcouru par beaucoup de monde, c'est que c'est un peu à double tranchant, c'est-à-dire que d'un côté oui, les gens savent que tu es sur un chemin, donc ils seront beaucoup plus dans l'accueil, etc., bienveillants et tout ça, mais tu peux avoir aussi l'extrême inverse. C'est-à-dire les gens qui en ont marre de voir passer tout ce monde, toujours les mêmes personnes, les mêmes schémas les mêmes groupes et tout ça, etc. Et qui à l'inverse se ferment, quoi. À l'inverse, voilà, à force d'abus, etc. Et encore une fois, ça peut être des bonnes raisons, on peut les comprendre, il n'y a pas de souci. Mais au lieu d'être dans l'accueil, ben, au contraire, ils sont dans l'interdiction. Voilà, interdiction aux ânes, interdiction au campé, interdiction au bâton. Voilà. Ça devient tout de suite moins accueillant, comme d'habitude, hein. Il y a avantages, inconvénients partout. Bon ben voilà, c'était la petite anecdote de hier soir. Donc là on est monté sur un petit cos là, au-dessus du village, et je crois d'après la carte après que ça va redescendre dans la vallée pour ensuite remonter sur le Bougès. Et du coup il y a le brouillard qui commence à nous envahir un petit peu quand même. Là-bas il y a encore le soleil, c'est trop beau. Mais ouais, par contre ouais, les couleurs là ce matin étaient juste magnifiques. Ouais, finalement le brouillard s'est bien installé là. Donc je pense que on va grimper dans la bouillasse ce matin. Bon ben on a de nouveau une ambiance automnale. Ça m'avait pas manqué. Mais bon. Non, ça va, il pleut pas. Mais par contre, ouais, vu qu'en plus je suis parti aux aurores, il n'y a pas un chat.
Et là je suis tout seul dans la forêt, le brouillard. J'ai l'impression de revivre certains jours précédents. Puis c'est dommage parce qu'en plus si là on est en train de gravir du coup le signal du Bougès. Alors je sais pas si c'est boisé jusqu'en haut, mais bon, il doit y avoir quand même un petit peu de vue. Mais si c'est ça, on verra rien du tout. Bon, mais on verra. On aura la surprise là-haut. Et je suis arrivé au petit sommet là qui précède le Bougès là. Et il y a des cairns partout. C'est trop beau. Bon mais du coup on est toujours en plein dans le brouillard. Là on a l'impression que ça va pas se lever. On voit pas à 20 mètres. C'est putain ouais, encore une fois ça m'avait pas manqué. Ça contraste vraiment avec la journée d'hier qui était ensoleillée. Là à nouveau je vous jure qu'on pourrait supporter le bonnet et les gants quand il y a le vent de face là comme ça. C'est encore bien glacial hein. Ah ouais là ouf. Heureusement que c'est quand même beaucoup dans la forêt protège bien du vent. Mais là par exemple là que je suis vraiment contre le vent dans une clairière là c'est l'hiver. Et pourtant nous sommes quand même le 11 juin aujourd'hui. Donc on arrive mi-juin. Et on s'y croit toujours pas. Et nous voici au sommet du signal du Bougès. À 1421 mètres. Après le panneau. Bon, vous pouvez constater avec moi le magnifique panorama. Ouais, pas de bol, hein. On n'a pas de chance là aujourd'hui. Tu sens que des fois il y a vachement de luminosité, hein. C'est vraiment du brouillard de surface, pas trop épais en hauteur, mais bon, là ça va pas se lever de sitôt à mon avis. Donc, et alors regardez-moi cette forêt de hêtres. Ah, définitivement le hêtre c'est vraiment mon arbre préféré, avec ses troncs tordus là. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est tellement harmonieux comme arbre en fait. C'est un tronc lisse, gris, des feuilles bien vertes. C'est juste trop beau quoi. Alors là en plus avec le brouillard ça fait vraiment forêt hantée. Mais c'est beaucoup trop beau. Ah, ça y est, la vue s'est bien dégagée là sur toute la crête du Bougès là que l'on va parcourir. Et jusqu'à Florac qui se situe devant nous dans la vallée. Et devant on voit bien le contour du Cosméjean avec ses falaises. Où l'on ira dans les prochains jours certainement monter dessus avant de se diriger vers les Cévennes, plus vers le sud. Du coup là aujourd'hui on a repris un cap plein ouest pour rattraper quelque part un petit peu le chemin de Saint-Guilhem qui descendait tout droit de l'Aubrac. Nous on a fait ce gros détour pour passer le Mont Lozère en fait, tout simplement. Et donc là maintenant on remet le cap vers l'ouest, vers Florac, avant après de redescendre vraiment vers le sud. Et il y a une petite cabane à refuge là en plein sur le chemin, ouais. Elle est en super état en plus. Mais je pense que les gens qui le font avec des ânes, ils doivent s'arrêter ici parce que toute la montée et la descente là, c'est ultra raide, ça va être long à faire. Parce que les pauvres, en plus il y a un peu de la caillasse et tout, donc ils doivent sûrement faire étape là. Et c'est trop beau. C'est super bien entretenu dedans. C'est grand en plus, là tu peux mettre plusieurs matelas, t'as la carte, t'as une table pour manger. C'est top pour passer une nuit là. Et je crois que, je me répète encore, mais
Céleste là de la chaîne Bunker Sauvage, je crois qu'il était passé là aussi, il avait fait ça. Il avait fait une photo avec sa pipe là sur ce banc là, il me semble. Voilà. Donc voilà, Céleste et Archie sont passés là. Normalement. Enfin oui, même c'est sûr. Voilà. Et moi, la mule, c'est moi. Hein. Par contre, j'ai pas d'âne pour porter tout ça. Mais bon, du coup, je suis un peu plus libre quand même. Bon, ben allez. Hein. Là, je fais une jolie pause parce que l'endroit est vraiment sympa. Et puis après, ben, on va continuer la crête tranquillement. Le ciel est de nouveau assez haut. On a quelques pointes de soleil de temps en temps. Donc c'est top. J'ai croisé des randonneurs là qui doivent à peu près avoir mon âge là. Mais alors eux c'est à l'opposé de moi quoi. Ils sont ultra modernes, ultra bien équipés, tentes minuscules, petits sacs, tout le matériel ultra technique. Et alors pour le coup, je donne une voix aux habitants du Pont de Montvert parce que effectivement ils ont des bâtons de marche là pareil ultra techniques. Mais alors en plus comme ils tracent du coup, ils font un boucan pas possible, ils font pas gaffe. Leurs bâtons tapent les pierres, les racines et tout. T'entends clic clac clic clic clac clic clic clac 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 tout le temps. Tu les entends à 500 mètres avant et après quoi. À peine bonjour. Le premier mec il est arrivé là quand j'étais à la cabane, je sais pas ce qu'il a foutu. Il faisait un boucan avec ses bâtons dans la cabane là, il les a même pris dedans pour les visiter. Après il faisait une pause, je les ai redoublés. Et alors là, tu les entends parler en mode quelle heure il est là? Il est 10h33. Ok, bon là on devrait arriver à Florac à 14h35. Qu'est-ce qu'on fait après? Et l'autre qui lui répond ben on trace. Donc en gros là c'est tout l'inverse de moi quoi. Les mecs ultra modernes qui font pas attention à la nature, qui prêtent pas, qui sont pas sensibles, qui sont pas discrets sur les chemins, qui cherchent la performance à tout prix, à faire des grosses étapes, à faire tel chemin en moins de temps. Enfin, après c'est très bien, hein, c'est les grands sportifs sûrement. Voilà, ils sont très bien équipés, ils portent moins lourd donc eh ben, ils s'abîment moins le corps. Hein. Mais ça m'attire tellement pas moi ce genre de rando là. Bref. Et le col du Sapé nous accueille avec le soleil. Et du coup il y a une route qui monte jusqu'ici. Ah ben ça y est, j'entends déjà le cliquetis des bâtons revenir. J'ai redoublé à nouveau là les deux robots là qui faisaient une pause là où je voulais la faire. Putain que je déteste cette mentalité là. Commencer à taper dans les mains super fort là en pleine forêt là, je sais pas ce qu'ils foutaient. Ça pour faire peur aux bêtes ou je sais pas quoi. Putain vraiment mais l'inverse de la discrétion. Du coup je trace ma route. J'ai pas envie de m'arrêter avec eux. En plus de toute façon ils m'ont même pas adressé la parole, c'est à peine bonjour quoi. Je pense qu'en plus ils se sont déjà retournés à mon avis. Ils doivent bien se moquer de moi là, ils ont un œil un peu moqueur j'ai l'impression. Parce qu'ils voient que je suis bien chargé et que je suis un peu old school on va dire. Mais c'est pas plus mal parce que moi je me moque d'eux aussi du coup. Du coup cette petite rencontre là ça me fait penser à un thème à aborder. C'est la recherche de performance en rando. C'est quelque chose moi que j'ai jamais recherché, qui m'intéresse absolument pas. Alors si c'est intéressant de savoir bon à la fin de la journée combien tu as fait de kilomètres ou le dénivelé en montagne etc. Mais pas plus. Et en fait moi je pense que en tout cas pour moi la rando et notamment la rando en itinérance comme ça quand on fait des longues expéditions, c'est justement pour ralentir, se couper de tout ce qui est chiffres, de tout ce qui est performance etc. Vivre voilà, au contact de la nature, au rythme du soleil etc. Et d'oublier justement tout ce cadre mathématique un peu quelque part
tous ces chiffres là qui nous entourent au quotidien. Et la traversée des Pyrénées que j'ai faite du coup il y a 2 ans là à Cherpé, c'est un bon exemple parce que du coup j'ai mis 52 jours en tout en comptant les pauses, et ce qui représente environ 45 étapes, quelque chose comme ça, sachant que le topo guide officiel de Georges Véron en donne pour 41, donc j'ai fait quelques jours de quelques étapes en plus, on va dire. Et donc là forcément de suite les gens ils sont un peu dans la moquerie quoi, ils sont là, t'as traîné, t'as mis du temps, etc. tout ça machin. Mais je vais vous révéler un truc, parmi ceux qui vont vite, bon t'en as qui sont vraiment passionnés par la performance sportive, hein, donc là auquel cas pas de souci, mais j'en ai croisé un paquet tasse aussi qui après discussion là, t'es parti quand machin tout ça etc, me disait ah ouais mais t'as trop de chance de prendre du temps, moi c'est la course, je reprends le boulot lundi, du coup là il faut absolument que je double l'étape parce que sinon j'arriverai pas à Bagnoul-Satan. Donc voilà, la réalité c'est un peu ça aussi. Alors c'est sûr que tout le monde ne pouvait pas forcément se permettre de prendre autant de temps pour des questions de boulot ou autre, mais je trouve que c'est dommage quand même de devoir presser le pas dans de si beaux décors, parce que c'est pas le but. Après attention, il faut pas généraliser, je raconte ça pour illustrer ma réflexion. Et puis tous ces gens-là que j'ai rencontrés, ils étaient tous super sympas. Voilà, performance ou pas, quel que soit notre rythme, on partageait tous cette même passion pour la montagne, ce goût pour l'aventure, le dépaysement, et souvent de belles valeurs en commun. Donc voilà, c'est pas du tout le sujet de mon propos. Mais c'est vrai que cette recherche de performance, c'est pas non plus une légende. Surtout sur la HRP, vu qu'elle est réputée pour être un itinéraire assez technique, sauvage et difficile, forcément elle attire aussi des gens qui ont un peu cet esprit de compétition. J'en ai même croisé, dites-vous bien, qui faisaient la course entre eux. Style le mec qui me disait alors là j'ai doublé un gars, mais je viens de voir qu'il a posté une photo de lui sur l'étape suivante, alors là ça me va pas, il m'a doublé, il faut que je repasse devant lui. Véridique, j'en ai eu un comme ça. Alors c'est sûr qu'après ces gens-là ils s'en vantent de l'avoir fait en X jours. Mais si tu le prends sous un autre angle, en se disant mais en fait, qui a profité le plus longtemps des Pyrénées? Eh bien c'est eux qui ont perdu. C'est ça en fait, quand on met plus de temps que le topo guide, bon souvent on se moque de nous, mais au final on a profité plus longtemps, tout simplement, ça s'arrête là en fait. Et c'est de ça qu'il faut être fier. Je veux dire, je fais un parallèle. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui reviendrait de vacances et qui dirait ah c'est cool, j'ai réussi à caser tout mon voyage sur une seule semaine? Ben non, souvent la plupart du temps ce qu'on entend c'est ah j'aurais bien profité une semaine de plus. Donc pourquoi ce serait perçu différemment en rando en fait? Bon après c'est un compromis à trouver parce que quand on est en itinérance on aime bien avancer aussi. Moi ça m'est bien arrivé de faire du 30 bornes là sur certaines étapes, mais c'est parce que j'avais l'envie d'avancer, parce que le cœur y était, non pas pour atteindre un objectif chiffré qu'on se serait défini à l'avance. Puis après il faut être réaliste aussi, la manière dont on progresse sur des grandes expéditions comme ça, elle est largement guidée par les conditions météo. On a pu le voir sur les étapes précédentes. Quand on a un climat un peu difficile comme ce printemps, on cherche naturellement à s'abriter davantage, donc à se rapprocher plus des villages, et donc on a un découpage plus classique, on est moins enclin à prendre le temps et improviser bien sûr. Mais malgré tout, à mon sens, quand on a la possibilité, c'est bien de se dégager le plus de temps possible quand on fait des longs treks comme ça. Voilà, pour pouvoir profiter davantage une fois sur le terrain sans être pressé par la montre. Bon, en tout cas, c'est la philosophie que j'essaie d'adopter. Je sais pas moi, si par exemple à la mi-journée on tombe sur un lieu magnifique où on a vraiment envie de rester pour le bivouac du soir, et bien on le fait. C'est quand même vachement plus sympa d'avoir cette liberté plutôt que d'être contraint à respecter un timing serré tous les jours quoi. Et en plus quand tu as le temps comme ça, que c'est pas la course, que tu n'es pas stressé, en fait en plus de profiter plus de ta rando etc, tu es beaucoup plus sensible et attentif aussi à la nature, à ce qui s'y passe. Moi j'essaie de regarder un petit peu les plantes sauvages, des fois ça m'arrive de m'arrêter un quart d'heure dans un endroit et puis je regarde un peu les fleurs qu'il y a, j'essaie de voir ce que c'est, tout ça. Je flâne en fait, tout simplement. Ou des fois quand il y a un écureuil ou qu'il y a
voilà, un animal sauvage, et ben, tu prends le temps justement d'être discret, de l'observer, tout ça, etc. Enfin, c'est un tout, hein. La nature, elle nous offre tellement de belles choses à voir. La flore, la faune, tout ça. Enfin, ce serait dommage de passer à côté avec des cliquetis de bâton, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, par contre, il faut pas confondre ne pas rechercher la performance avec ne rien préparer du tout, hein. Je pense que la réussite d'une longue expédition, elle dépend quand même en partie de la préparation qu'il y a eu en amont, hein. Donc par préparation, j'entends lister les abris, les cabanes et les refuges, qui sont certes marqués sur la carte, mais qui ne sont pas forcément ouverts, hein. Il y a des cabanes fermées, il peut y avoir des refuges en travaux certaines années. Lister les points d'eau éventuels au cours de la marche, repérer d'avance les endroits propices au bivouac, et avoir quand même une idée de son itinéraire. Se renseigner sur la difficulté de certains passages et prévoir des variantes. Parce qu'en haute montagne, quand on s'engage sur un col et que ça passe pas, on peut facilement perdre 2 ou 3 jours s'il faut changer de vallée. Et avoir aussi, du coup, une idée du nombre de kilomètres et du dénivelé approximatif, hein, entre chaque zone de bivouac ou entre chaque abri. Parce que par exemple, s'il y a du mauvais temps qui monte à l'horizon, est-ce qu'on prend le risque de s'engager sur le tronçon suivant? Selon qu'il y a 5 ou 10 km, 300 ou 1000 de dénivelé, on va pas décider pareil, bien sûr. Donc en résumé, quand on part sur un long trek, je pense que c'est bien de se préparer une petite feuille de route avec ces infos pratiques là, mais sans forcément s'imposer un découpage d'étapes à suivre à la lettre. Voilà, je pense que c'est là où je voulais en venir en fait, hein. C'est là qu'est la nuance par rapport à la recherche de performance. Après, la préparation dépend de l'austérité du terrain sur lequel on va évoluer, hein. Bien sûr, hein, on ne va pas préparer de la même manière une HRP ou un Saint-Jacques. Là, sur le Massif central, comme je voulais être vraiment dans l'improvisation au jour le jour, au contraire, en fait, hein, j'ai volontairement pris aucune feuille de route. Donc, hormis le matériel et mes 3 colis de ravitaillement, j'ai strictement rien préparé. Mais c'est aussi et surtout parce que le terrain s'y prête. C'est pas trop escarpé, il y a du réseau régulièrement, on croise souvent des routes ou des hameaux si on a besoin de secours, etc. quoi. Donc en fait, en plus du fait qu'il n'y ait aucun GR unique à suivre, le Massif central c'était une région qui se prêtait bien à ce style de voyage improvisé. Mais je partirai jamais autant à l'improviste sur une traversée de haute montagne, bien sûr. Bon, en tout cas, pour conclure, préparez bien vos randos, mais avancez à votre rythme, prenez le temps d'observer ce qui vous entoure, et surtout, n'ayez pas honte d'aller moins vite que les bouquins. Au contraire, hein, vous profiterez davantage de votre aventure. Voilà. Bon, il fait pas grand bon encore, hein. Le ciel bleu aura été de courte durée. On n'est pas encore assez vers le sud, il faut encore descendre. D'ailleurs, en parlant de HRP, je vais finir par aller péter à Banyuls, con. Comme ça, j'espère que là-bas, je l'aurai le soleil au moins. Allez, on continue. Au détour du chemin, là, il y a un super beau panorama vers le nord, là, sur la vallée du Tarn et toute la crête du Mont Lozère. C'est vraiment super beau. Et juste un dernier petit détail là par rapport à ces histoires de performance là, ça m'inspire ce sujet. Il y a un truc qui est intéressant par rapport à la rando que je fais, où je disais justement que je voulais un petit peu innover, sortir des sentiers battus et faire une rando qui n'était pas décrite. Il y a un autre avantage en fait auquel on ne pense pas forcément à faire ça, c'est qu'en fait on s'enlève une pression par rapport à des étapes justement qui seraient déjà imposées. En fait, quand on suit en fait un GR avec des étapes voilà, assez bien marquées, en fait on sait d'avance le nombre de kilomètres qu'on doit faire, et puis même on peut avoir tendance à regarder les jours prochains en se disant oh putain, dans 3 jours il y a une étape à 32 km, ça va être dur tout ça. Qu'en fait moi j'ai pas du tout ça. En fait ça m'enlève un poids, je vous jure, le fait justement de tracer son itinéraire au fur et à mesure,
nous enlève en fait cette pression du kilomètre imposé à l'avance. C'est-à-dire que s'il y a une journée où je fais 5 bornes, parce que j'étais dans un endroit sympa, que j'ai traîné, et que 5 bornes plus loin, il y a un super endroit où j'ai vraiment envie de bivouaquer parce que c'est trop bien, et bien je fais 5 bornes. Et j'ai aucune référence qui me dit « Ouh là là, aujourd'hui, t'as pas beaucoup avancé. » Mais t'as pas beaucoup avancé par rapport à quoi? Il n'y a rien. Donc, en fait, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme il n'y a pas de référence, il n'y a pas un bouquin, un topo guide auquel vous pouvez vous référer par rapport à ce qu'on est censé faire comme étape, et bien voilà, ça te libère par rapport à ça. Et ouais, ça vraiment, on avance beaucoup plus librement, sans aucun stress préalable voilà, d'un nombre de kilomètres imposé ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un détail, je trouve, qui est intéressant aussi. Donc encore une fois, si vous voulez faire ben voilà, 5 bornes dans la journée, vous le faites. Et vous n'avez pas de point de comparaison en fait. C'est toujours ça, hein, la comparaison, on dit souvent, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui peut nous plomber le moral, on se compare toujours aux autres. Voilà, moi en étant un peu musicien, ben, je regarde des vidéos de musiciens qui jouent trop bien parce qu'ils ont fait ça toute leur vie, et on se compare et on se dit oh là là, je suis trop nul et tout. Mais là c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que ben, s'il y a une journée où on n'a pas réussi à faire l'étape complète, ben, en gros on va se dire ah merde, j'ai pas assez avancé, l'étape elle disait d'aller jusque là, moi je l'ai pas fait et tout, je suis en retard. Vous voyez, il y a toutes ces notions qui arrivent là, le retard, mais par rapport à quoi? Moi j'ai pas de retard ou d'avance par rapport à quoi que ce soit en fait. Et ça c'est génial. Ça c'est vraiment c'est aussi une des raisons pour laquelle voilà, j'ai fait ce rando qui n'est pas tracé de bout en bout. Voilà, bon allez, j'arrête là pour cette petite réflexion sur la performance en rando. Voilà, je pense que vous avez compris mon point de vue là-dessus. Après, effectivement, pour être à fond là-dedans, c'est sûr qu'il faut quand même se porter les affaires de bivouac. Ça, c'est sûr que si on n'a pas la capacité de porter ça, et qu'on est dépendant d'un toit ou d'un gîte tous les soirs, bon, c'est sûr que ça limite un petit peu cette possibilité de liberté, bien sûr. Mais tant que faire se peut, en tout cas, c'est de cette manière-là que je préfère voyager. Voilà. Allez, du coup, après la pause là, de midi, je me suis engagé sur le GR68 pour pouvoir descendre à Florac un petit peu plus directement par rapport à Stevenson. C'est rigolo parce que là, à l'intersection, j'ai croisé un gars là qui me demandait son chemin là. Et heureusement parce que justement, il allait partir tout droit et alors qu'il devait descendre à baie d'Ouest là en bas. Et alors on a discuté un peu là, il est super sympa. Et alors, c'est marrant parce que au pont de Montvert là, au village d'avant là, il m'a dit mais c'est pas vous qui dormiez là au temple là, je reconnais votre truc là. Il a reconnu le tarp et tout. Et chose sympa aussi, enfin intéressante, c'est qu'il a eu la même sensation que moi par rapport au village là, qui était pas trop accueillant là, pour les randonneurs. Parce que en fait lui, bon pareil il a la tente un petit peu, mais il fait plutôt des campings et tout ça. Et il m'a dit ouais, alors au camping ils avaient plus de place, ils s'en foutaient. À l'office du tourisme, je sentais bien que j'emmerdais la dame. Et au gîte communal, c'est pareil. La personne, pas du tout sympa. J'ai dormi dans un truc super lugubre et tout ça. J'avais qu'une envie, c'était de partir. Comme quoi, c'est fou, hein. On a des expériences totalement différentes. Lui, plutôt, là, c'était en gîte et moi, c'était en bivouac. Et on a eu au final la même sensation d'un village, justement, qui n'était pas accueillant pour les randonneurs de passage. Voilà, donc ça arrive, hein. Donc ouais, le pont de Montvert, très beau village, mais pas forcément très accueillant pour les marcheurs de passage. Allez, bah du coup il me reste, d'après le panneau là, un petit peu moins de 5 km pour arriver à Florac. Et donc là, j'ai décidé de faire une journée de pause à Florac là demain. Donc j'ai réservé un gîte d'étape là pour 2 nuits, comme je fais habituellement. Comme ça je serai tranquille, je pourrai bien me reposer, laisser les affaires et tout. Parce que là ouais, ça fait mine de rien, depuis Nasbinal, ça fait 7 jours. Donc une semaine là que je marche non-stop.
Donc on a fait une belle progression quand même. Et puis je crois que Florac c'est à peu près à la louche, hein, c'est à peu près la moitié de ma traversée. Donc voilà, c'est sympa de faire une petite journée de pause là. Comme ça me permettra aussi de regarder mes cartes, voir un petit peu comment j'organise mon itinéraire sur les jours suivants pour le Cosseméjean et ensuite les Cévennes, qui sont les prochaines destinations. Voilà le programme des prochains jours. Ce sera d'abord une pause, je pense bien méritée. Parce que là on a quand même bien crapahuté là. Pour faire toute cette boucle là jusqu'au Mont Lozère hier. Donc c'est top. Allez. Et là il y a une belle fontaine toute en mousse là. Ah ouais. Une belle source là. Et là on profite une dernière fois de cette jolie vue en balcon sur le versant sud du Mont Lozère et la vallée du Tarn qui coule en bas. Et donc par là-bas, c'est la crête du Bougès d'où l'on vient. Et on retrouve de la forêt de châtaigniers un petit peu. Comme quoi on descend un petit peu en altitude. Et ça y est, nous voici face au Cosseméjean. Et la ville de Florac est en bas dans la vallée. Je ne sais pas si on va l'apercevoir après. Donc on arrive au bout de la crête du Bougès. Le temps est presque orageux encore, hein. Il y a pas mal de gros nuages là autour de nous. Donc je sais pas si ça va péter ou quoi, bon on verra bien. De toute façon ce soir et demain je serai abrité, donc il n'y a pas de souci. On voit bien la forme du plateau là qui est bien délimitée par les falaises là, c'est beau, hein. Allez, j'arrive bientôt du coup sur Florac par ce petit sentier. Donc du coup je vous dis pas à demain puisque je serai en pause, mais à après-demain pour la suite de l'aventure, la suite de la traversée du Massif central en direction des Cévennes. Allez, ciao, à la prochaine.